Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. C'était il y a 80 ans, le procès de Nuremberg. 21 dignitaires nazis jugés pour leurs crimes par un tribunal mis sur pied par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, américains, anglais, français, soviétiques, dans cette ville de Nuremberg où les grands congrès du parti du Reich se sont tenus dans les années 30, ville réduite, désormais à l'état de ruine. Ce procès s'ouvre dans l'un des rares bâtiments épargnés, le palais de justice de la ville, le 20 novembre 1945. Il se tient pendant 10 mois et il entre dans l'histoire comme un moment fondateur du droit pénal international. Et c'est d'ailleurs là qu'apparaît notamment la notion de crime contre l'humanité. On en parle avec Alfred de Montesquiou, grand reporter durant 20 ans. Bonsoir. Vous avez couvert nombre de conflits majeurs. Afghanistan, Liban, Darfour, Haïti, Gaza. Prix Albert Londres d'ailleurs en 2012 pour votre couverture de la guerre civile en Libye. Et puis écrivain aussi depuis 4 ans maintenant. Votre dernier ouvrage en date, Le crépuscule des hommes aux éditions Robert Laffont, s'est vu décerner il y a peu le prix Renaudot 2025 dans la catégorie de l'essai, adapté également en excellent documentaire qui est toujours disponible sur arte.fr. Bonsoir Alfred de Montesquiou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24 pour parler donc de ce livre qui est en quelque sorte la petite histoire dans la grande, à savoir le procès de Nuremberg à travers le regard de ces journalistes. Ils étaient 300 présents sur place. Certains d'ailleurs sont très connus. Joseph Kessel, l'écrivain américain John Dos Passos, Martha Gellhorn également, la femme d'Ernest Hemingway, ou encore Willy Brandt, le futur chancelier allemand. Autant de grandes plumes qui viennent d'un peu partout en Europe, des États-Unis et aussi de l'Union soviétique, avec tous la conscience qu'ils vont vivre un moment historique. Oui, il y avait des journalistes qui sont venus de 28 pays, des 5 continents. Il y a même un Chinois qui vient. Il y a des gens d'Amérique du Sud, il y a des gens vraiment de partout. Et c'est l'idée que, en fait, le jugement des nazis, le procès, sera la vraie conclusion à la guerre. On va clore l'ère de la violence par le droit. Et c'est d'ailleurs décrit comme tel par le procureur général américain, Robert Jackson, qui dit il faut que ce soit le triomphe du droit sur la violence, de la démocratie sur la dictature, et oui, c'est ça, de la justice sur l'arbitraire. Et pourtant, initialement, l'idée même d'un procès faisait débat. C'était pas évident. Au début, Churchill, par exemple, voulait aligner 15 000 chefs du nazisme, militaires ou civils d'ailleurs, et les exécuter sur le coup, dès leur arrestation. Les Américains aussi ont envisagé, et ça s'appelait le plan Morgenthau, de ruiner l'Allemagne, de transformer l'Allemagne en une friche agricole, et de, en gros, tuer tous les chefs du nazisme et de juger tout le monde, sommairement, quoi. Et finalement, c'est autour de Jackson et autour de Roosevelt, par extension, qu'a émergé l'idée d'un jugement juste, un fair trial, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un vrai procès avec des vrais avocats de la défense qui auraient le droit de contre-interroger les témoins et qui auraient le droit de défendre leurs clients, fussent-ils les pires des nazis. Alors effectivement, 21 dignitaires nazis sont jugés dans le cadre de ce procès de Nuremberg. Parmi eux, Hermann Göring, von Ribbentrop ou encore Rudolf Hess sont diffusés d'ailleurs dans le cadre de ce procès des images absolument atroces de l'Holocauste que beaucoup de journalistes américains découvrent. Que tout le monde découvre. Donc elles sont inconnues. La première fois. Le choc, du coup, est absolument immense, y compris parmi les dignitaires nazis. Oui, c'est une scène étonnant. très étonnante. Ça se passe le 29 novembre dans l'après-midi. Le procès a commencé le 20 novembre, comme vous le disiez, et il démarre très mal. Parce qu'en fait, les nazis très vite ricanent face à cette justice qu'ils considèrent comme très petite bourgeoise, très timorée, si on veut. Et il y a des scènes d'archives terribles où on voit Göring et Ribbentrop notamment, et avec des larmes de rire qui leur coulent sur les joues, ils se moquent du procureur. Et donc, ils décident de reprendre la main en montrant un peu ce qu'on est là pour juger, quoi. Et donc, on ferme les lumières, on éteint les lumières dans cette grande salle 600 du palais de justice de Nuremberg. Et il faut savoir qu'au fond, il y a un grand écran. Et c'est la première fois, et cet écran, c'est un écran de cinéma, et on projette le premier grand film preuve de l'histoire. Ce film, comme vous le dites, ce sont des images que nous, on connaît, mais qu'à l'époque, personne n'avait jamais vues. Et d'ailleurs, on parlait des crimes de l'Est, mais on ne savait pas très bien ce qui s'était passé, finalement. Là, on voit la chose, on voit des crimes épouvantables, et des corps entassés, tout ça. Et effectivement, Jackson a fait rétroéclairer le banc des accusés avec un fin liseré de lumière, comme ici il y a du néon, là il y a du néon qui éclaire comme ça. Et du coup, dans le noir, on voit l'écran avec les crimes atroces et on voit les accusés, les auteurs de ces crimes, dont on voit les réactions sur le visage, parce que dans le noir, on voit leur visage. Et certains, effectivement, détournent le regard, certains pleurent. Alors, est-ce que c'est des larmes de crocodile
ou est-ce qu'en fait ils pleurent sur leur propre sort parce qu'ils savent qu'ils vont finir au bout d'une corde vu les crimes commis? Et certains, effectivement, sont probablement surpris. Certains ne savent pas, en fait, puisqu'il y a des mots codés, on parle de solution finale. Enfin, les gens de la Gestapo, Ernst Kaltenbrunner, l'un des principaux accusés, il le sait puisque c'est lui qui l'a organisé. Mais on peut imaginer, effectivement, que le ministre des Finances, parfois, ne soit pas, ou d'autres, ne soient pas totalement... La marine peut ne pas être absolument au courant, par exemple, de ce qui s'est passé. Parmi les journalistes présents sur place, on a évoqué donc tout à l'heure les grandes plumes, il y a aussi un très jeune journaliste juif allemand, Ernest Michel, déporté, qui a survécu malgré un passage dans 5 camps de concentration, voire même 6, avec 5 et Auschwitz. 5 camps de concentration et il se retrouve et un camp donc face au bourreau de sa famille. Oui, alors c'est une scène terrible qu'il décrit dans ses mémoires, qu'on entend d'ailleurs, on entend sa voix, le comédien qui lit son texte dans le documentaire dont vous parliez sur Arte, et c'est bouleversant. Nous-mêmes à l'enregistrement, si vous voulez, on a eu du mal à retenir nos larmes pendant l'enregistrement. Il est là, il arrive, il est par un concours de circonstances, il a été recueilli par l'armée américaine qui... parce qu'on ne l'a pas encore dit, comprend très vite que le procès doit aussi être le lieu de la dénazification de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut aussi montrer au peuple allemand ce qui n'avait pas été pensé au début. Mais là, on comprend, Jackson encore lui comprend, et les autres, qu'il faut dénazifier les Allemands, il faut leur montrer ce qu'a été l'abomination de l'idéologie dans laquelle ils ont vécu. Mais pour faire ça, il faut des journalistes germanophones qui écrivent dans la nouvelle presse germanique, puisque tous les anciens titres nazis ont été supprimés. Et on prend des exilés, mais souvent ils sont très virulents contre leurs anciens concitoyens. Et les Américains pensent notamment à ce jeune Ernst Michel, qui arrive, et effectivement, il se retrouve à 6 mètres d'Ernst Kaltenbrunner, qui a déporté toute sa famille. Et il le décrit, il dit « je devais me retenir pour ne pas sauter du banc des journalistes vers le banc d'accusés pour l'agripper, l'étrangler, le secouer comme un prunier ». Il faut quand même se dire qu'il signe ses articles 10, 49, 95. C'est son numéro de tatoué d'Auschwitz, que lui ont tatoué les SS à Auschwitz. Sur ces 10 mois de procès, il y a eu plusieurs moments de bascule. Alors, la diffusion de ces images atroces de l'Holocauste en font partie. Il y a aussi des témoignages qui ont fait basculer un petit peu le procès. Je pense notamment à Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante déportée à Auschwitz. Il y a eu aussi le témoignage de Rudolf Höss, surnommé le bourreau d'Auschwitz, et qui a véritablement décrit la réalité des faits. Là aussi, ça peut paraître étonnant. Oui, vous l'avez bien résumé. Il y a 3, à mes yeux, parce qu'en fait, c'est un procès très long, très multiforme. Il dure 10 mois, comme vous le disiez, plus un mois de délibération, donc presque 11 en tout. C'est multiforme. En fait, c'est compliqué. On juge des gens qui n'ont pas le même statut. Juger Göring, qui est le numéro 2 du régime, c'est pas la même chose que de juger un financier, de juger Keitel, qui est le maréchal de la Wehrmacht, de juger Dönitz, qui est le chef de la marine. C'est compliqué. Donc, c'est un procès multiforme, mais et long. Les reporters, d'ailleurs, s'ennuyaient pendant le procès, ne comprenaient pas forcément les gens. Certains ne sont pas restés. Beaucoup ne sont pas restés. Les stars ont circulé. On parle de Kessel et de Spassos. Ce sont des gens qui sont partis dès décembre. Et Ernst Michel, par exemple, lui est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé probablement fin décembre, début janvier. Mais donc, il y a 3 grandes dates, ça c'est sûr. Il y a ce qu'on vient de dire, le 29 novembre. Il y a Marie-Claude Vaillant-Couturier, le 28 janvier, 1 an jour pour jour après la découverte d'Auschwitz. Elle vient témoigner. C'est la première femme à témoigner à Nuremberg. Et c'est aussi la première survivante. Donc jusque-là, les témoins étaient toujours des témoins en fait, qui étaient eux-mêmes mouillés. C'était des SS ou des gestapistes ou des collabos du régime nazi. Et là, c'est une survivante et elle décrit toute l'horreur d'Auschwitz, des chambres à gaz. Elle est interrompue par le juge président, qui est le juge Jeffrey Lawrence, qui est très chic, qui est le numéro 2 du royaume d'Angleterre, c'est le Lord Chancellor d'Angleterre, Lord Justice d'Angleterre. Et il dit « c'est bon, on a entendu assez d'horreur sur... Et c'est le procureur français, Champetier-du-Ribe, le procureur adjoint français, qui se lève et dit « Non, monsieur le juge, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle un camp de concentration. Tout le monde a bien compris ici depuis 3 mois. Mais là, on vous parle de trains qui arrivent et les gens descendent du train directement pour mourir. Ça s'appelle un camp d'extermination. » Donc c'est une bascule parce qu'on comprend qu'il y a eu une machine exterminatoire au sein de la machine concentrationnaire. Et Deuziot, Marie-Claude Vaillant-Couturier, n'arrête pas d'insister sur ce point. Elle a survécu parce qu'elle n'était pas juive. Les juifs, eux, étaient ciblés pour mourir. Et du coup, la dimension raciale, antisémite des crimes nazis émerge vraiment à partir de son témoignage. Et évidemment, vous en parliez après, le 15 avril, Rudolf Höss témoigne, et lui, il est tellement... Et donc c'est le chef d'Auschwitz, le directeur, si vous voulez, et lui, il est tellement pris dans sa spirale idéologique qu'il se vante de ses crimes.
Et là, ce jour-là, Göring marmonne entre ses dents Schweinhunde, c'est-à-dire chien, chien diabolique, quoi, chien porc, quoi. En fait, ce jour-là, les nazis comprennent qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Un procès filmé aussi par les Américains, par les Soviétiques également, avec une utilisation de l'image qui est pionnière. Qui est très très intéressante. Donc déjà, l'image sert comme preuve, le film preuve, on en a parlé, mais l'image est aussi recueillie pour les actus, d'une part, évidemment, pour l'équivalent de France 24 de l'époque, si on veut, mais surtout, aussi en tout cas, pour l'histoire. C'est-à-dire qu'on est conscient dès le début qu'on est en train de filmer un événement absolument historique, pivot finalement dans l'histoire de la civilisation, et qu'il faut que la postérité puisse le connaître. Et donc effectivement, il y a des équipes américaines, un peu d'anglais de temps en temps, un peu de français de temps en temps, mais beaucoup d'américains et beaucoup de russes. L'ironie, c'est que les Américains ne vont pas très bien filmer le procès, parce que pour des raisons bureaucratiques, il y a eu une bisbille entre deux services, et le grand service qui s'appelle le Field Photographic Branch, qui était dirigé par John Ford quand même, et avec plein de stars d'Hollywood, est parti, et il a été remplacé par un service plus terre à terre, si on veut, du génie, enfin de la logistique, qui s'appelle le Signal Corps, et eux vont filmer sans forcément comprendre ni la langue, ni les enjeux de ce qu'ils filment. Donc les images ne sont pas dingues, si on veut. Par contre, les Russes, eux, arrivent avec à leur tête de leur équipe Roman Karmen, qui est un grand cinéaste de documentaire, qui a filmé la guerre d'Espagne, qui a filmé notamment les procès des premiers nazis jugés à Kharkiv lors de la reconquête par les soviétiques de l'espace ukrainien. Et lui, sait très bien ce qu'il filme. Il a en plus la longue expérience des procès spectacles staliniens des années 30. Donc il sait très bien comment filmer un procès. Et donc le procès est un grand succès juridique et politique, même si l'on veut, pour notamment les Américains. Mais par contre, c'est un grand succès filmique pour les Russes. Donc il y a une ironie dans ce procès, dans la postérité, si on veut, de ce procès. Avec aussi pas mal de tensions ensuite tensions naissantes entre les Soviétiques et les Américains, puisque le procès a été aussi percuté par les débuts de la guerre froide. Oui, vous l'avez absolument. dit, moment fondateur en termes juridiques, Alfred de Montesquieu, puisque émergent des notions comme la notion de crime contre l'humanité. C'est une première. Oui, c'est une première à plein de points de vue juridiques. D'abord, la non-souveraineté des frontières en cas de crime de masse. La responsabilité individuelle des dirigeants, c'est-à-dire qu'un colonel ne peut plus jamais dire « Ah, j'ai fait ça, mais c'est pas de ma faute, le général me l'avait dit ». Donc fin de l'impunité. En gros, la fin de l'impunité, la responsabilité pénale individuelle des individus. Vous avez montré tout à l'heure au JT cette exécution apparemment sommaire de deux prisonniers qui s'étaient rendus. Selon le système du droit international, les soldats peuvent être jugés, mais s'il y a un officier qui a donné l'ordre d'exécuter sommairement les prisonniers, il peut être jugé aussi, si vous voulez. Voilà, donc c'est ça, et puis c'est aussi effectivement le crime contre l'humanité qui est défini comme concept comme concept juridique, donc universel, imprescriptible et en l'occurrence rétroactif. Nous, ça ne nous concerne plus aujourd'hui puisqu'il est établi, mais à l'époque, on a jugé les nazis sur un crime qui n'était pas défini à l'époque où ils commettaient leurs actions. Et même le génocide, qui n'est pas officiellement dans l'acte d'accusation de Nuremberg, puisqu'il est créé... Et qui sera théorisé 2 ans plus tard par Raphaël Lemkin. Il sera théorisé pendant et il sera promulgué, si vous voulez, par la charte de Paris, Chaillot, qu'on voit juste derrière vous, le palais de Chaillot, décembre 48. Il deviendra donc la charte pour la prévention du crime de génocide, qui, dès son préambule, dit « Nous nous inscrivons dans la continuité de Nuremberg ». Donc oui, c'est un moment fondamental. Qu'est-ce qui vous a amené, Alfred de Montesquieu, à vous intéresser à la justice internationale ? Et à ce procès, tout d'abord. Alors, les deux, en fait. Vous l'avez dit, je suis reporter de base, de formation et de travail, et j'étais reporter de guerre pendant longtemps. Et la première zone de guerre que j'ai couverte, c'est le Darfour. J'étais en Haïti avant, mais c'était une insurrection. Une vraie guerre, c'était le Darfour. Et le Darfour n'était pas une guerre ordinaire, c'était une guerre génocidaire. C'est-à-dire que l'une des deux parties, donc le gouvernement et les Janjaouides, pour être clair, essayaient non pas de vaincre la partie adverse, mais de les exterminer. Et donc j'ai vraiment fait face, si vous voulez, à une forme de violence qu'on peut appeler cauchemardesque, qui est irrationnelle, si on veut, et qui est désespérante. Et vous le savez comme moi, quand on est jeune journaliste, on a l'impression qu'on va résoudre l'injustice du monde à grands coups d'articles ou à grands coups de sujets télévisuels. Et puis en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment infléchir tant que ça sur le cours du monde et sur l'injustice de ce qu'on voit de ses propres yeux. Et la seule vraie réponse... d'ailleurs qu'on peut donner aux gens en souffrance, qui vous parlent avec des larmes, qui disent pourquoi mon fils est mort, pourquoi ma fille est morte, qui vous interpellent, parfois qui vous prennent par le bras dans ce genre de situation, au Darfour, mais en Syrie, en Libye, dans plein d'endroits, à Gaza, plein d'endroits où j'ai été.
la seule réponse, c'est de dire, écoutez, il y a une justice internationale, elle est lente, mais elle existe. Et elle est inexorable. Elle met très longtemps, mais rassurez-vous, elle existe. Alors, ça leur fait une belle jambe si leur enfant vient de mourir, mais quand même, elle existe. Et moi, du coup, je me suis intéressé au travail de la CPI, concrètement, au Darfour. Je les ai interviewés, j'ai suivi leur travail, j'ai décrit leur travail. Et du coup, par capillarité, je me suis intéressé à la matrice intellectuelle, morale et juridique de la CPI, de la Cour pénale internationale, qu'est Nuremberg. Et aujourd'hui, Alfred de Montesquieu, ce droit pénal international et notamment la CPI que vous venez d'évoquer est remise en cause par une démocratie majeure, à savoir les États-Unis, via donc Donald Trump et ses attaques donc contre 6 juges et 3 procureurs qui sont sous sanction de l'administration Trump. C'est d'ailleurs votre carte blanche du jour, Alfred de Montesquieu. Vous souhaitiez évoquer ce soir, en lien avec notre discussion, le sort de Nicolas Guillou, le juge français de la CPI, donc qui fait partie des juges qui sont sous sanction de Donald Trump. Voilà donc pour cette photo de Nicolas Guillou. Oui, et si on prend une seconde pour mettre des mots sur les mots MAUX, si on veut, on marche sur la tête. C'est-à-dire que le président Donald Trump, qui est l'héritier institutionnel direct de Truman et de Roosevelt, est en train d'infliger des sanctions contre des procureurs et des juges de la CPI, qui est l'héritière institutionnelle directe du procès de Nuremberg, créé par les mêmes Truman et Roosevelt. Donc il y a une espèce de schizophrénie américaine. Alors elle est certes un peu démocrate versus républicain, mais c'est quand même une tragédie. C'est une tragédie morale, c'est une tragédie géopolitique. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrible. C'est un peu désespérant même. On a l'impression d'un retour en arrière terrible. Et effectivement, vous m'avez posé la question de quoi j'avais envie de parler. Je pense que Nicolas Guillou, que je ne connais absolument pas, je précise, c'est vraiment un héros du temps moderne. Parce que c'est un notable, c'est un bourgeois, si vous voulez. C'est un juge, il a fait des bonnes études, il pourrait être au chaud dans ses fonctions, si vous voulez. Et il fait le choix de la droiture et du courage, c'est-à-dire qu'au moment où le procureur de la CPI lui dit qu'il faut émettre un mandat d'arrêt international, qui est quand même brûlant, puisque c'est contre Netanyahou et Yoav Gallant, donc le Premier ministre et le ministre des Armées israélien, lui, plutôt que de s'abriter derrière la procédure, assume et logique étant logique avec le droit, la morale internationale et son enquête. Et Trump ne va pas sanctionner la CPI en tant que telle, contrairement à ce qu'on entend partout. En fait, son administration, c'est beaucoup plus sournois. Il sanctionne des individus pour leur pourrir l'existence. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc, par exemple, il y a un article, Nicolas Guillou explique, en fait, comme il est sous sanction, il n'a plus, par exemple, accès au système de paiement international qui est contrôlé par les États-Unis. Donc, il n'a plus de carte Visa, il n'a plus de carte Mastercard, il ne peut plus, évidemment, acheter sur Amazon ou autres sites de e-commerce américains. Enfin, comme il le dit lui-même dans un article dans Le Monde, il a l'impression de vivre comme dans les années 90. Et vous voyez, ça, je trouve qu'il y a une vraie forme de courage. Quand on assume ses positions, on assume ses fonctions, en fonction de la morale et de ses principes, quand bien même ça peut être très inconfortable. Toute proportion gardée, ça me rappelle un petit peu la position des notables en 40-41 en France. C'était assez facile finalement de se dire « Oh, mais moi je suis dans la continuité de l'État, ce qui se passe ne me concerne pas, moi je suis mon petit bonhomme de chemin ». Et puis il y a la fameuse tirade d'Antigone dans Anouilh qui dit « Ben non, il faut avoir le courage de dire non, il faut avoir le courage de tenir ses positions morales ». Donc je trouve que c'est un juge intéressant. Voilà, bravo. Peut-être un dernier mot, Alfred de Montesquieu. On l'a dit en préambule, vous avez couvert toutes les guerres de ces 20 dernières années. Syrie, Liban, Irak, Libye. Vous avez également vécu en Haïti. Gaza aussi. Et Gaza, évidemment. Gaza. Voilà, vous faisiez partie des rares reporters à pouvoir traverser la frontière lors de l'opération Plomb durci en 2008. Peut-être votre regard, enfin vaste question, mais sur la multiplication des conflits ces dernières années à travers le monde, cette violence et puis ces violations répétées du droit international. Écoutez, on peut regarder la chose un peu, le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait, je pense. C'est-à-dire qu'on peut se dire, effectivement, en ce moment, on est face clairement à un retrait du droit international, à un retrait de l'état de droit même, à un retrait du respect du droit. Vladimir Poutine, par exemple, n'est clairement pas au courant que la guerre d'agression est illégale depuis 1945. C'est pas légal de franchir une frontière comme ça. Donc, c'est un peu décourageant, si on veut. Après, on peut aussi regarder le verre à moitié plein. C'est-à-dire que la justice internationale, elle a le mérite d'exister. Avant 1945, avant Nuremberg, avant le procès de Nuremberg, c'est ce que raconte mon livre, il n'y avait pas cette justice. On pouvait envahir un pays si on le sentait. Si son voisin était faible, on y allait, quoi. Donc aujourd'hui, ça n'empêche pas Poutine d'essayer de le faire.
mais en tout cas, c'est illégal. Et ça va quand même lui pourrir l'existence. Il n'ira pas en vacances à Disneyland avec ses enfants, si vous voulez, ou ses petits-enfants. Donc le droit existe, il est lent, mais je pense franchement qu'il est inexorable. Vous savez, moi, on m'a parlé de la Syrie. Mon meilleur ami, Rémi Hochlik, de l'époque, qui était mon photographe en Syrie, s'est fait tuer par le régime de Bachar el-Assad. La justice, non pas internationale, mais française, s'est saisie en droit international et vient d'inculper Bachar el-Assad in absentia. Ça a mis 13 ans. Alors peut-être qu'il est bien au chaud à Moscou et que ça le fait rigoler. N'empêche qu'il y a des juges français qui sont en train d'enquêter sur lui et sur le crime qui consiste à cibler les journalistes. Donc le droit avance. Il avance très lentement. On a du mal à le voir parce qu'à nos yeux d'humains, il paraît un peu lymphatique peut-être, mais en fait, il avance. Et ça, c'est positif. Merci infiniment, Alfred de Montesquieu, d'avoir répondu à nos questions ce soir, de nous avoir présenté donc votre livre, Le crépuscule des hommes, que je recommande très chaudement, ainsi que le documentaire donc, qui est toujours disponible sur la plateforme arte.fr concernant le procès de Nuremberg. Également, donc, ce documentaire, j'en parlais, donc arte.fr, disponible pendant plusieurs semaines. Oui, jusqu'à mois de mai. Il s'appelle Nuremberg au cœur de l'histoire. Voilà. C'est pas le même titre que le livre. Entretien donc à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci encore, c'est la fin d'Au cœur de l'info. Merci à vous tous de votre fidélité. Dans quelques minutes, vous retrouverez Raphaël Kahn pour Le Monde dans tous ses états. Très belle soirée à vous tous.